Est-ce que tu as des cas comme ça où tu as pu arriver à automatiser les choses ou en tout cas à faire ce gain de temps et de productivité commerciale dont tu parlais? Pour cadrer un petit peu, notre expertise au mouvement des entrepreneurs libres, en général, c'est des entreprises qui sont des TPE ou PME et qui ont le plus souvent un public elles-mêmes qui sont soit B2C, soit B2E, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un accès directement à l'entrepreneur ou au décideur, et plus rarement en B2B. Et en B2B, la clé, c'est de se rendre compte que même si chaque cas va être, dans des cas complexes comme des grands comptes, comme tu expliques, même si chaque cas va être légèrement différent, parce que dans telle entreprise, il y a un responsable des achats qui va être le premier interlocuteur, dans d'autres entreprises, c'est le dernier, et ainsi de suite. Il y a des profils. Et quand on connaît notre profil, ça nous permet quand même de créer notre communication pour ce profil. C'est-à-dire, quelle que soit l'entreprise où je vais, même s'ils sont légèrement différents, je sais que je peux avoir, on organise ça mon collatéral, mon matériel marketing adapté spécifiquement au DRH versus mon matériel marketing adapté spécifiquement au responsable IT. Et du coup, le fait de l'avoir à l'avance, ça, adapté par rapport à un profil, même si on ne met pas des chiffres spécifiques à telle ou telle entreprise, ça nous permet, quand on parle à une personne dans un groupe multidécideur, de lui donner en main les bons papiers, ça peut être une brochure, ça peut être une vidéo, les bonnes ressources qui vont servir à l'autre décideur. Je pense que c'est toujours une erreur, en fait, que de demander à notre client de traduire, quand je parle de clients, multiples clients internes, par exemple, de traduire pour les autres. Demander à quelqu'un qui s'occupe de la partie technique de la décision de traduire pour celui qui s'occupe de la partie financière de la décision. Il vaut mieux prendre ça sur nous, oui, pas le déformer, travail de traduction, que de leur demander de faire ça. Donc, qu'est-ce que toi tu proposes comme approche, façon de faire finalement? Quel est le genre de filet dérivant qu'on peut poser pour attirer dans le toboggan des gens qui sont issus de secteurs parfois très variés, mais qui vont évidemment se rejoindre vers une solution technologique ou vers une techno en particulier? Il y a une stratégie qui est venue du monde B2C et qui est à ce stade, pour une entreprise comme ça, qui est selon moi indispensable. Cette stratégie, c'est ce que j'appelle l'étude de marché express, par distinction avec l'étude de marché faite par un cabinet de consulting qui peut être donc un processus beaucoup plus détaillé et aussi plus cher à générer. Moi, l'étude de marché express, ça nous permet en fait, en quelques questions, de mieux cibler notre client potentiel. Parce qu'aujourd'hui, avec un budget minime, c'est possible d'aller sur LinkedIn, mais aussi sur Facebook, parce que sur Facebook, on peut quand même assez raisonnablement bien cibler les gens qui travaillent dans tel ou tel secteur d'activité, et en fait leur proposer de répondre à une courte étude qui va comporter un petit nombre de questions, mais qui va nous permettre en fait assez rapidement de décrire l'objectif que le client veut réaliser grâce à une solution technologique et le problème qu'il veut résoudre, les questions et les objections de ce client par rapport aux solutions technologiques existantes, et surtout le budget. Et ce que nous voyons en fait quand nous conseillons des clients start-up et des jeunes pousses dans tous les domaines, technologiques ou non, c'est que c'est très tentant que de penser que notre solution a un public vaste et large parce que tout le monde devrait l'utiliser. Mais il y a une grosse différence entre les gens qui devraient utiliser notre solution et les gens qui veulent utiliser notre solution. Et encore, dans ce grand cercle des gens qui veulent utiliser notre solution, il y a un petit groupe qui sont ceux qui veulent l'utiliser et le veulent tellement qu'ils sont prêts à signer un chèque ou envoyer un virement. Voilà. Et en fait, c'est ce groupe-là qui nous intéresse. C'est ceux qui ont le budget. Et donc, quand on fait une étude de marché express, par exemple, je dis toujours de mettre soit un champ libre, en disant aux gens de mettre un chiffre, soit de mettre des tranches. Et la première tranche, si on met des tranches, c'est toujours 0 €. Donc, imaginons que je vends un progiciel et que je me dise, voilà, moi, ce que j'estime en tant que vendeur, c'est que pour ce type de logiciel, pour ce type d'entreprise, on est de l'ordre de 15 000 € pour le forfait entreprise et au-dessus. Eh bien, je vais mettre une tranche à 0, une tranche qui va être entre 1 € et 9 999 €, une tranche entre 10 et 15 000, une tranche entre 15 et 30 000, etc. Et en fait, je vais disqualifier, quand je vais faire mon étude, disqualifier tous les gens qui ont répondu 0, parce que ça veut dire ils accepteraient d'avoir la solution si elle était gratuite. C'est bien gentil, mais non merci. Et je vais aussi disqualifier, lors de mon analyse, toutes les personnes qui ont répondu dans la fourchette qui est clairement hors de question, entre guillemets, pour nous, parce que ça serait pas rentable, parce que ça montre que c'est pas un client sérieux. Et souvent, quand on se rend compte, quand on fait ce genre d'études, on se rend compte, tiens, en fait, nos présuppositions par rapport à qui est notre véritable client idéal sont erronées. Et quelquefois, on découvre, tiens, en fait,
Tel petit marché qu'on pensait être juste un marché de niche sont effectivement moins nombreux que ce qu'on pensait être notre marché plus volumineux en termes de taille d'entreprise, en termes de secteur, en termes d'industrie, mais ils sont prêts à mettre des fonds bien supérieurs. D'après toi, qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens dans une offre de formation en ligne sur le business développement en B2B? C'est quoi les points clés, les formats clés, quelle durée, quel contenu? Comment tu verrais le truc idéal? Alors, moi, je dirais que l'étude de marché express est en fait celle qui va répondre à cette question. Je dirais que le risque que je vois aujourd'hui sur le marché de la formation e-learning, parce que je fais de la formation en ligne depuis avant qu'il existe des outils pour faire des formations en ligne, des outils qu'on trouve aujourd'hui. Et en fait, ce que je vois comme risque principal aujourd'hui, le mécanisme de décalcomanie, on va dire, qui se produit souvent entre ce qu'on a pu voir comme formation e-learning et ce qu'on va créer comme formation e-learning. On a tendance soit à dupliquer le modèle de ce qu'on faisait en formation présentielle et le mettre tel quel, par exemple même les vidéos de l'atelier, les vidéos de la présentation et les mettre tel quel. Et ça s'adapte assez mal en termes d'efficacité d'enseignement. Et comme ça s'adapte assez mal en termes d'efficacité d'enseignement, ça s'adapte assez mal en termes d'efficacité de résultats et donc en termes de commercialisation sur le moyen et sur le long terme. Et l'autre approche, c'est dupliquer ce qu'on a pu voir sur d'autres plateformes de e-learning qui sont sur des publics complètement différents. Et donc, je me permettrais vraiment, en fait, en lançant quelque chose sur un marché qui n'a pas l'habitude de faire de la formation e-learning, de ne pas dupliquer des choses qui existent et qui marchent dans le e-learning B2C, dans le e-learning B2Z, mais plutôt comment en donnant le minimum de volume de contenu, de vidéos, etc., j'atteins quand même le résultat recherché par le client. Parce qu'en fait, ce qu'on voit depuis 1-2 ans, donc, nous on a la chance en fait au Mouvement des entrepreneurs libres d'avoir formé beaucoup d'entrepreneurs qui sont devenus formateurs ou infopreneurs. Donc, on voit comment évolue le système de formation e-learning. Et en fait, il y a eu toute une phase d'inflation. Et ce qui est la même chose qu'on a vu quand la pratique de vendre des home study courses, comment on dit ça en français, les formations sous forme de CD, DVD et livres que faisaient les Américains. En fait, dans les années 80-90, ça a pris des proportions où, pour montrer que la formation avait plus de valeur, on mettait plus de CD. Et donc, au final, ça devenait plus un CD, mais une mallette. D'une mallette, ça devenait une valise. Je suis allé à un séminaire en 2014 où j'ai dû acheter une nouvelle valise en soute pour mettre ce qu'on m'a donné comme contenu à consulter à la maison. Je me dis, bon, les gars, à un moment donné, faut se calmer. Personne ne va jamais consommer un tel volume, un tel poids d'informations. Et en fait, sur Internet, on est en train d'assister à un phénomène similaire. Maintenant que c'est gratuit d'héberger des vidéos sur Internet avec YouTube et d'autres outils, ou presque gratuits, eh bien, les formations sont inflationnistes sur les contenus. On a des formations à 10 heures, à 20 heures, à 120 heures de contenu. Et évidemment, notre client qui vient pour apprendre à faire du BizDev, il ne cherche pas à passer un MBA. Il cherche à avoir un retour concret. Et donc, plus on peut lui donner ce retour concret de façon brève, mieux on se porte et mieux il se porte. Et donc, nous, c'est un processus, par exemple, que nous faisons avec nos clients entrepreneurs, où si on compare notre durée pour une formation qui a la même promesse, qui a changé de nom, mais qui a le même curriculum théorique de ce que les gens doivent apprendre, où on est passé d'une formation qui devait faire pas loin d'une centaine d'heures à avoir aujourd'hui des gens qui payent plus cher pour ce même produit de formation, avec un meilleur taux de satisfaction et un taux de résultat qui est de l'ordre de 10 fois meilleur, mais pour une formation qui représente peut-être 20% du volume de la version d'original. C'est quoi pour toi les 3 choses qu'un business développeur en B2B devrait retenir de nos échanges pour performer, enfin de nos échanges ou pour être concis et précis? Le premier truc que je dirais, c'est, donc je disais tout à l'heure, c'est dans le livre Profession entrepreneuriale, je donne 4 méthodes pour en mettre plein les yeux et ma préférée, c'est ce que j'appelle la méthode de l'outsider, c'est-à-dire donc profiter du fait qu'on apporte une approche nouvelle si on vient d'un autre milieu pour un petit peu casser les codes. Pour moi, c'est une très bonne façon de se démarquer et de transformer ce que la plupart considéraient comme étant
un défaut en disant, bah, tiens, moi avant j'étais coach sportif et maintenant je vais faire du business développement, c'est une faiblesse. En fait, non, il y a moyen de tirer de notre approche, de notre façon de penser, de nos formations précédentes, des ressources qui vont nous démarquer. Donc ça, je dirais que c'est le point 1. Le deuxième, c'est en termes de modèle d'affaires et d'offres, j'ai mentionné, mais sans entrer énormément dans le détail, c'est une stratégie qui s'appelle innover par les zéros, qui a été inventée par le fondateur de Skype. Et donc, en cherchant un petit peu sur Internet, vous pourrez trouver un petit peu ces explications. Et en fait, cette stratégie consiste à dire, mais en fait, dans notre modèle d'affaires, souvent, il y a des éléments non essentiels pour lesquels les clients ne payent parce que tout le monde propose ça. Mais si on les éliminait, on éliminait ces coûts, ça nous permettrait de faire une offre plus attrayante et donc à la fois d'être plus rentable de notre côté et plus attrayant pour le client de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'on fait de l'innovation. Donc, je dirais de creuser dans cette direction serait mon deuxième point. Et mon troisième point, eh bien, c'est celui qu'on mentionnait tout à l'heure sur le choix d'un public le plus approprié possible. Pour moi, il y a quatre critères, donc j'en profite pour faire la pub, mais parce qu'il y a une ressource gratuite. Donc parce que en fait, donc dans le livre, avec le livre, il y a un atelier en vidéo. Et l'atelier en vidéo, en fait, est accessible même si on n'a pas le livre. Donc en fait, s'il y a des gens parmi ton audience qui veulent acheter le livre, il est dans toutes les librairies, Profession Entrepreneur Libre. Mais s'ils veulent juste avoir l'atelier en vidéo et les ressources dont je parle, le site c'est 15jours-pour-entreprendre.com. Et un des critères que j'y aborde, c'est la façon dont on détermine parmi toutes nos audiences possibles, comme tu disais, quand on a plusieurs publics, laquelle est la plus intéressante. Il y a 4 critères qui sont passion, moyen, volume et renouvellement. Et quand on est en B2B, on pourrait penser que passion n'est pas si important que ça, parce qu'on ne parle pas à des individus, mais à des entreprises, parfois à des grands comptes. Mais quand on fait notre étude de marché, souvent on est surpris. J'ai repris l'exemple tout à l'heure de Stripe et de la passion des développeurs pour cette API, enfin une API, un système de paiement qui comprend que c'est les développeurs qui vont le mettre en place et pas l'équipe marketing. Les moyens, parce qu'évidemment, ça sert à rien de concentrer nos efforts sur un long cycle de vente pour se retrouver à la fin avec un client qui nous dit oui, mais de toute façon, je n'ai pas le moyen de prendre votre forfait ou votre offre de service. Le volume, parce que évidemment, il faut s'assurer que ce que nous comptons facturer, donc le public qui est capable de se le payer, est suffisamment nombreux pour nous permettre de prospérer. Et enfin, le quatrième qui est le renouvellement, parce que c'est bien de faire un chiffre d'affaires cette année, mais c'est encore mieux d'être sûr de faire la même chose ou mieux l'année prochaine et de continuer en croissant. Et il faut être très très attentif au risque véritable d'atteindre un max et d'être bloqué parce qu'on a touché tout le monde. Donc voilà, ça serait mon quatrième et dernier point.